Merci de suivre RTI 1. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 29 novembre. Ordre, désordre, d'après les proverbes en Afrique, c'est la thématique qui a rythmé la leçon inaugurale pour la rentrée 2018-2019 de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Le vice-président ivoirien a assisté ce jeudi à cette rentrée solennelle. 95 km, 172 milliards de francs CFA, 36 mois d'exécution. L'autoroute Thiébissou-Boaké est officiellement en chantier. Les travaux ont été lancés ce jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Boaké, capitale du Béké. La Côte d'Ivoire va diriger le Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de décembre 2018. C'est un défi majeur pour le pays, élu membre en juin 2017. Quelles sont les grandes étapes de cette présence ivoirienne au cœur du Conseil de sécurité de l'ONU? Des réponses dans le dossier politique de ce soir. Et puis dans le monde de la culture et de la musique, le reggae jamaïcain est inscrit à compter d'aujourd'hui 29 novembre au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est un genre musical popularisé dans les années 70 par le célèbre artiste jamaïcain Bob Marley. Bienvenue dans le 20h de RTI 1. Le président Alassane Ouattara prend part à Dakar au Sénégal au 62e congrès de l'Internationale libérale. Il répond à l'invitation de son homologue du Sénégal, le président Macky Sall. Ce congrès, placé sous le thème le libéralisme 4.0, des réponses locales aux défis mondiaux, sera l'occasion pour les libéraux de réfléchir aux solutions innovantes à même d'offrir des opportunités de développement et de progrès dans le monde. Le chef de l'État va ensuite regagner Abidjan le samedi 1er décembre 2018. Et ce jeudi après-midi, le président Alassane Ouattara est arrivé sur place à Dakar. Il a été accueilli à son arrivée par le président Macky Sall. Le président ivoirien va prendre part donc demain vendredi au 62e congrès de l'Internationale libérale à Dakar. Direction Boaké dans le Béké, les travaux de l'autoroute Thiébissou-Boaké ont été lancés ce jeudi par le Premier ministre. Cette quatrième section de 95 km va coûter 172 milliards de francs CFA pour 36 mois d'exécution et porter à 373 km la longueur de l'autoroute du Nord, du moins la partie déjà réalisée. Léon Bro. Voici le coup de pelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui lance les travaux de construction de la section de l'autoroute du Nord entre Thiébissou et Boaké. 95 km, 2 fois 2 voies avec un terre-plein central de 12 mètres. 172 milliards de francs CFA, le coût de l'ouvrage a réalisé en 36 mois dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne. Dans les jours et mois qui viennent, la partie chinoise entend travailler ensemble avec la partie ivoirienne à la mise en œuvre effective des acquis de la visite d'État de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara et de sa participation au sommet de Pékin du FACSA, à renforcer la synergie entre l'initiative chinoise, la ceinture et la route, et le plan national de développement de Côte d'Ivoire pour que la Chine puisse continuer d'accompagner la Côte d'Ivoire dynamique et ouverte dans sa marche à grands pas vers l'émergence. Cette route a été conceptée selon les normes françaises L1. La vitesse de conception est de 130 heures par kilomètre et la largeur de la route principale est de 33 mètres à 2 fois 2 voies. La société va réaliser la route dans le respect du délai en capacité, en efficacité et en qualité. Cet engagement du constructeur en réponse au prix que le gouvernement attache à la qualité des infrastructures, selon le ministre Amédée Kouakou, qui annonce des retombées pour les localités riveraines. Les aménagements comprennent en outre des travaux connexes dans les localités traversées, à savoir des marchés, des parkings à proximité de ces marchés et des forages. On le voit donc, le prolongement de l'autoroute du Nord va booster à n'en point douter les échanges économiques entre notre pays et les pays de l'Interland et améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan.
Objectif, booster l'économie ivoirienne et sous-régionale avec une emprise réelle sur les populations de Bouaké et Tiébissou, lesquelles disent leur reconnaissance au chef de l'État. C'est grâce aux routes et aux autoroutes que nous pouvons aller d'un point à l'autre du territoire national. Assurer la libre circulation des biens et des personnes et consolider l'intégration nationale et sous-régionale. Promouvoir le développement de nos terroirs et faciliter l'accès de nos produits locaux aux différents marchés. Affichant l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement à poursuivre le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'aux frontières ivoiriennes, le Premier ministre rappelle des projets d'envergure déjà réalisés et en annonce d'autres. Nous allons lancer des travaux de réhabilitation de routes pour environ 1 million de kilomètres de routes interurbaines de notre pays. Cette cérémonie sera suivie après de celle de l'autoroute côtière, section Songo-Dabou, et de l'autoroute de contournement d'Abidjan, ainsi que les autoroutes de sortie, donc est vers Anyama, de sortie ouest vers Songo. Dans cette dynamique est aussi prévue la fin de la pénurie d'eau à Bouaké. Le gouvernement a décidé, sur l'instruction du chef de l'État, que nous puissions lancer un projet qui mettra définitivement la ville de Bouaké à l'abri des pénuries d'eau. Il s'agit d'aller recueillir de l'eau à Kossou pour approvisionner la ville de Bouaké. Et ce projet démarrera l'année prochaine ici à Bouaké. Pour aborder le regain de violence en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement a appelé les Ivoiriens à la culture de la paix depuis Bouaké. À noter, le tronçon Tiébissou-Bouaké va porter à 376 km la longueur de l'autoroute du Nord. Les producteurs, commerçants et populations riveraines voient en ce prolongement de l'autoroute une véritable aubaine pour leurs activités économiques. Nous vous proposons des réactions tout juste après ce lancement officiel. Les déplacements de la région vers le sud, notamment vers le port d'Abidjan, sont des déplacements qui vont se faire dans de meilleures conditions et plus rapidement. Ça va permettre aussi de faire en sorte que les transporteurs de marchandises des pays de l'Interland qui se sont quelque peu détournés du corridor nord-sud de la Côte d'Ivoire à cause de la qualité, entre autres, de la route, reviennent. À lui au moins, nous avons la responsabilité de suivre ce corridor d'Abidjan à Ouagadougou qui va venir renforcer l'intégration sous-régionale, aussi faciliter la fluidité du transport et des activités économiques dans la sous-région. Il ne peut y avoir de développement que par la route et avec la route. Et quand c'est encore une autoroute, vous comprenez la joie qui nous anime parce que nous savons que grâce à ce important investissement de son Excellence le Président de la République, notre région va connaître le développement. Cet ouvrage de grande importance va vraiment impacter positivement tous les secteurs de la vie. Tous les secteurs, que ce soit le tourisme, l'hôtellerie, le commercial, tout va être impacté par cette autoroute qui arrive à Bouaké. Et donc nous sommes très heureux et c'est pour ça qu'au nom des populations, nous voulions donc réitérer nos remerciements au président de la République, au Premier ministre et à tout le gouvernement ivoirien d'avoir fait cela. Ceci va pouvoir permettre l'évacuation de nos produits, ceci aussi va permettre à une fluidité des déplacements de nos parents vers d'autres villes. Quand je sais que la route Tiébissou-Didiévi est déjà bitumée. L'ensemble de la grande famille des transporteurs routiers ne peut que se réjouir parce que ce joyau architectural qui va être livré va permettre non seulement aux entreprises de transport d'aller vers la compétitivité, mais aussi et surtout de permettre à nos populations et au gouvernement de maîtriser la question de la mobilité des populations ivoiriennes. Ça nous permettra de rallier Abidjan, Bouaké en un temps record et vraiment d'économiser un peu du carburant et vraiment nos véhicules seront en parfait bon état. Ça va permettre aux femmes de faire sortir les produits vivriers et ça va permettre aux femmes aussi de développer des commerces. Vraiment, cette route va nous apporter beaucoup.
Enquête Bouaké pour la capitale économique ivoirienne, où le vice-président a assisté ce jeudi à la rentrée solennelle de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Une conférence inaugurale a été dite sur comment instaurer l'ordre au sein de la société africaine selon les traditions à Caen. Pierre Dipomélin et Amadou Ouattara. La rentrée solennelle de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines pour l'année 2018-2019 a été marquée par la présence du vice-président ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a exprimé l'intérêt du gouvernement à la recherche scientifique pour faire face aux nombreux enjeux du développement. En matière de développement de la recherche scientifique, les actions initiées par le gouvernement portent notamment sur les points suivants. Le financement des activités de recherche et de valorisation par la mise en place du fonds d'appui et de recherche et d'innovation, en abrégé FONARI. La création du pôle scientifique de l'innovation, PSI, de Benjamin. La revalorisation, c'est important de noter de 100 à 120% des pays de recherche. Comment la participation des académies du Nord et du Sud dans le groupement interacadémique pour le développement peut donner une impulsion nouvelle et partagée au progrès a été le thème développé par le professeur Pierre Génie de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Des livres et documents scientifiques de divers domaines ont été offerts pour renforcer la bibliothèque de l'ASCAD, un don de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Nous sommes un milieu de production scientifique, mais il ne faudrait pas que cette production scientifique soit seulement interne. Il faut l'externaliser. Si c'est seulement interne, c'est très académique, ça ne prend pas en compte les besoins de notre peuple. Il faut que nous accompagnions l'effort qui est fait pour que le progrès social, n'est-ce pas, s'accomplisse. Un cours inaugural prononcé par le professeur Ponda sur la société, ordre, désordre, d'après les proverbes en Afrique, plus précisément de la tradition Akan, a mis fin à la cérémonie. Dans le monde de la musique, le reggae jamaïcain est inscrit depuis aujourd'hui 29 novembre au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'UNESCO a souligné la contribution du reggae jamaïcain à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité. C'est un genre musical popularisé dans les années 70 par le célèbre artiste Bob Marley. On va s'intéresser maintenant à l'actualité politique. La Côte d'Ivoire présidera au Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de décembre 2018. Un défi majeur pour le pays, élu membre de l'organe en juin 2017. Et depuis cette date jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire a un parcours sans faute dans cette cour des grandes nations du monde. Comment a-t-elle tissé sa toile pour s'imposer et quels seront les temps forts de cette présidence au Conseil de sécurité? Le dossier politique est signé ce soir Michel Digré. Côte d'Ivoire, 189. 2 juin 2017, la Côte d'Ivoire est élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, après 26 ans d'absence dans cet organe des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères se prononce. Évidemment, un sentiment de fierté d'avoir pu creuser les sillons tracés par le président de la République, qui a repositionné l'image de notre pays sur la scène internationale et qui a permis cet engouement de la communauté internationale en faveur de la candidature de la Côte d'Ivoire. Cette élection témoigne de votre soutien à l'engagement constant de mon pays en faveur de la paix et du dialogue. Elle est aussi un appel à partager avec vous et avec le monde notre expérience en matière de gestion de sortie de crise et de coopération efficace avec les Nations Unies, comme le prouve le succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI.
Une victoire diplomatique pour le pays, mais pour y arriver, il aura fallu une offensive diplomatique à la hauteur des ambitions. Une campagne de proximité a permis au ministre Amontano de rencontrer les représentants de l'ensemble des pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Il nous a présenté son projet, si vous voulez, pour le Côte d'Ivoire au sein du Conseil de sécurité. Je dirais que ce pays-là a beaucoup d'expérience en ce qui concerne les défis de la sécurité, de la paix et du développement. Après une année de présence au Conseil de sécurité de l'ONU, face à la presse, le ministre des Affaires étrangères revient sur les raisons qui ont motivé la candidature de la Côte d'Ivoire. L'opportunité d'un poste au Conseil de sécurité s'est présentée à la Côte d'Ivoire et le président a pensé que c'était une belle opportunité d'aller au Conseil de sécurité pour parachever ce repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. La deuxième raison pour laquelle nous avons souhaité être au Conseil de sécurité était la suivante. La Côte d'Ivoire a beaucoup reçu du monde. La Côte d'Ivoire a beaucoup reçu des pays amis. La Côte d'Ivoire a beaucoup reçu de la communauté internationale. Et la Côte d'Ivoire a souhaité rendre au monde, aux amis, aux pays amis, à la communauté internationale, ce qu'elle a reçu pour l'aider à résoudre la crise qu'elle a traversée. C'est ce message donc qui a séduit les pays membres de l'ONU qui ont élu la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité avec un score de 189 voix sur 192. Des nations qui, au soir de cette élection, ont manifesté leur empressement à collaborer avec la Côte d'Ivoire. Puisque nous sommes l'un pour l'autre des partenaires privilégiés, mais aussi sur le plan de la gestion des crises régionales et de la promotion du partenariat entre l'Union africaine et l'ONU, qui est une vraie priorité pour la France, qui est une vraie priorité pour la Côte d'Ivoire, et qui nous permettra aussi, sur l'ensemble des grands sujets du monde, de renforcer la concertation entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire est un véritable exemple en matière de sortie des crises. Nous savons tous ce que vous avez traversé pendant la dernière décennie. Et nous savons également tous les efforts qui ont été déployés par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la communauté internationale, notamment le système des Nations Unies, pour sortir de la crise et consolider aujourd'hui la paix et la stabilité. Nous pensons que c'est ce genre de pays qu'il faut au niveau du Conseil de sécurité, parce que leurs actions, leurs décisions seront basées sur des expériences vécues. La Côte d'Ivoire a fait son entrée officielle au Conseil de sécurité 7 mois après son élection, soit le 2 janvier 2018. Depuis lors, elle a marqué sa présence au Conseil de sécurité tout en respectant ces principes qui la caractérisent, le dialogue et la paix. À chaque fois qu'une résolution avait pour objectif de promouvoir la paix par le dialogue, la Côte d'Ivoire l'a soutenue. À chaque fois que des résolutions venaient au Conseil de sécurité et risquaient d'embraser une situation dans telle ou telle partie du monde, la Côte d'Ivoire ne l'a pas soutenue. Et la Côte d'Ivoire est restée fidèle à sa philosophie, construire la paix par le dialogue. Et la Côte d'Ivoire a essayé de ne pas être instrumentalisée aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, par les grands. Et ça lui a valu un crédit reconnu aujourd'hui en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est donc une Côte d'Ivoire crédible aux yeux des grandes nations qui présidera le Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de décembre. Au cours de cette période, elle dirigera les débats pour l'adoption de 3 projets de résolution. Le chef de l'État Alassane Ouattara présidera le 5 décembre le débat présidentiel sur la reconstruction économique post-crise. Marcel Amontano sera aux commandes du débat ministériel du 6 décembre sur l'implication des États et organisations sous-régionales et régionales pour plus d'efficacité dans la résolution des conflits. Et pour cette paix chère à la Côte d'Ivoire, le pays se dote d'un outil adapté à ses réalités. Il a pour but d'aider la Côte d'Ivoire à gérer pacifiquement les conflits qui naissent et à les prévenir durablement. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a rédigé un manuel de 320 pages remis officiellement ce jeudi.
Il est destiné aux autorités locales, organismes internationaux et nationaux, à la société civile et à toute personne désireuse de faire la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. La première édition du Salon de la famille s'est ouverte ce jour à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Il s'agit de permettre aux parents de transmettre aux parents des mécanismes et outils nécessaires à l'épanouissement de leur famille. Pendant 3 jours, conseillers matrimoniaux, assistants sociaux, experts des questions familiales vont instruire les familles. Au programme également des espaces d'apprentissage et d'attraction pour enfants, des consultations médicales gratuites. Dans la région du Tongpi, la fourniture de l'électricité connaît des perturbations dans certaines villes. Une situation due, selon la CIE, à un accident de la circulation. Des explications avec le directeur de la compagnie ivoirienne d'électricité. La compagnie ivoirienne d'électricité informe qu'un camion a percuté un pylône de la ligne haute tension Buau-Mans le mercredi 28 novembre à 17h27 à proximité de Dieucoué. Dans sa chute, ce pylône a entraîné 2 autres pylônes. Cet accident a provoqué des perturbations de la fourniture d'électricité dans les localités de Mans, Dieucoué, Danané, Labois, Séguéla et Odiéné. Les actions immédiatement entreprises par les équipes de la CIE ont permis, dès 17h47, d'assurer une reprise provisoire qui se poursuivra avec les importants travaux engagés. En attendant la fin des travaux, des perturbations dans la fourniture d'électricité seront enregistrées dans les localités concernées. La compagnie ivoirienne d'électricité tient à rassurer la population que les dispositions sont prises en exploitation pour réduire l'impact de ces perturbations. Les équipes de la CIE sont mobilisées pour réaliser ces travaux dans les meilleurs délais. Un retour à la situation normale est prévu au plus tard le lundi 3 décembre 2018. Direction maintenant l'Assemblée nationale où 4 projets de loi ont été adoptés. Au cours de cette session plénière également, le calendrier d'activité pour les mois de novembre et décembre a également été adopté. Kolo Koulibaly. 4 lois adoptées mercredi en plénière. D'abord, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire devient Conseil national des droits de l'homme, une autorité administrative indépendante, autonome financièrement et au pouvoir plus élargi, comme l'exigent les principes de Paris. Ensuite, le Code de procédure civile, commerciale et administrative est modifié. Désormais, le caractère suspensif du recours n'a d'effet que si aucune mesure d'exécution n'est entamée par l'intimé au moment de la signification de la requête. Ajoutons aussi qu'en attendant la nomination de nouveaux membres à la haute autorité pour la bonne gouvernance, le mandat des membres actuels est prorogé. Et enfin, une loi sur la profession de notariat. L'argent de succession, l'argent de cession d'un immobilier, tout cela, l'argent des clients désormais, les notaires peuvent garder cet argent jusqu'à 6 mois. Au-delà de 6 mois, cet argent leur est repris pour être déposé à la caisse de dépôt. La loi organique précédente a été élaborée en fonction des dispositions de la Constitution antérieure. Et quand nous avons adopté une nouvelle Constitution, il est normal que les textes qui régissent l'organisation de l'Assemblée nationale soient en conformité avec la nouvelle Constitution. Nous sommes contents, les textes ont été adoptés, le calendrier a été adopté sous réserve de quelques modifications. Le calendrier adopté concerne les travaux parlementaires du 28 novembre au 21 décembre de la session ordinaire 2018. Plusieurs projets de loi sur la table des députés, dont un portant sur le budget de l'année 2019. Accéder aux différents services du Trésor public à partir d'une tablette, d'un téléphone portable ou d'un ordinateur connecté à Internet, c'est désormais possible depuis le 26 octobre dernier. La plateforme du Trésor public de relations clients, dénommée Baobab, a été présentée aux opérateurs économiques. Francis Boisfort. Se rapprocher davantage des partenaires, des clients et surtout des opérateurs économiques. C'est l'objectif à atteindre à travers la plateforme numérique du Trésor public dénommée Baobab. Cet outil, présenté ce jeudi aux hommes d'affaires, devrait leur permettre de visualiser en temps réel le statut de leur dossier et mandat. C'est du nouveau, ça résout plusieurs problèmes
Ici, on nous fait la présentation, mais il faut qu'on soit formé pour savoir comment il faut l'utiliser le plus rapidement que possible. Parce que si on n'est pas formé, on va regarder et on sera toujours perdu. Avec ce système de gestion de la clientèle, plus besoin de se déplacer pour avoir l'état financier de sa structure. Vraiment intéressant parce que, comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Donc ça va vraiment éviter de dépenser inutilement. En matière des prises en compte des réclamations, il faudrait qu'elles se fassent de manière assez prompte et rapide. En mettant à la disposition de sa clientèle cette plateforme, le Trésor public entend rendre son administration efficace, performante et à l'écoute des usagers, conformément à la vision du gouvernement. La plupart des fournisseurs, c'est le meilleur outil que le Trésor ait pu concevoir. Mais on s'interroge sur la sécurité qu'il y a sur la page web. Nous avons le devoir de préserver la propriété client, dont les informations. C'est pourquoi nous avons utilisé les dernières technologies pour assurer la sécurité des technologies que les banques utilisent. Nous avons même un certificat international implémenté pour garantir la sécurité de l'ensemble des utilisateurs. L'accès aux services du Trésor public est gratuit et se fait à partir d'une tablette, d'un téléphone portable, d'un ordinateur connecté à Internet. La deuxième édition des Journées nationales des chefs d'entreprise se tient demain à San Pedro. La ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire accueille dans le même temps la cérémonie de pose de première pierre de son université. À 24 heures de ces deux activités importantes, chaque Koné s'est rendu sur place sans reportage. Avec à ses côtés le préfet et d'autres cadres de la région, le secrétaire d'État Félix Anoblé s'est rendu tour à tour à l'aéroport de San Pedro. Ensuite, dans le complexe hôtelier, devant abriter la deuxième édition des Journées nationales des chefs d'entreprise. Ici, les équipes trouvées sur place travaillent d'arrache-pied pour livrer à temps l'espace. Sous ce chapiteau sont attendus plus de 300 chefs d'entreprise locales et internationales. La délégation met ensuite le cap à 4 km du centre-ville, précisément dans le village Goroké où sera construite la future université de San Pedro. Ici, le comité d'organisation passe au peigne fin les différents dispositifs. Pour Félix Anoblé, le but de cette visite guidée était de s'assurer de l'avancée des travaux. Les préparatifs avancent à bon train. Je crois que d'ici cet après-midi, tout sera véritablement prêt pour accueillir M. le Premier ministre pour la pose de la première pierre de l'université et évidemment les travaux donc, de la GNCE. Les dispositions donc, d'organisation générale, la mise en place des bâches, de tout ce qui va donc permettre d'accueillir le Premier ministre. Ensuite, les dispositions sécuritaires qui ont été mises en place, les discussions protocolaires pour permettre donc une fluidité du déplacement et de l'organisation en général. Après 3 heures de visite, le secrétaire d'État a félicité les équipes en charge des travaux. Il a par ailleurs invité tous les fils et filles de la région à s'impliquer dans la réussite de ces deux événements majeurs. D'autres chantiers en cours, cette fois dans le monde du football. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2021, se prépare à accueillir l'événement sportif. Le comité d'organisation travaille sur les infrastructures sportives qui doivent abriter l'événement. Cathy Touré. Voici ce à quoi va ressembler le stade de San Pedro une fois construit. Les travaux ont démarré le 6 novembre 2018 et sont au stade de terrassement. Après la phase de terrassement, selon le calendrier de l'entreprise, c'est le convoyage du matériel lourd, c'est-à-dire les fers, le matériel de coffrage et les ouvriers qualifiés qui vont s'installer pour le démarrage des grosses œuvres. Le stade moderne de San Pedro va être bâti sur une superficie de 22 409 mètres carrés avec 20 000 places assises. Il sera livré dans 24 mois et devra abriter des matchs de phase de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. 20 000 places également pour le stade de Yamoussoukro avec le même délai de livraison, c'est-à-dire 24 mois. Un mois après le lancement, le décor est planté, les signes du début de travaux sont visibles, les engins et autres matériaux de construction sont présents pour faire sortir le futur joyau de ce site de 20 hectares pour un coût estimé à 37 milliards de francs CFA. À ces deux sites s'ajoute celui de Korogo, dont les travaux démarreront le 1er décembre 2018. Côte d'Ivoire 2021, c'est maintenant.
Dans l'actualité internationale au Nigeria, une semaine après une attaque qui a fait une centaine de morts parmi des soldats, le président Muhammadu Buhari relance la guerre contre Boko Haram. À 3 mois de l'élection présidentielle, le président Muhammadu Buhari relance sa guerre contre Boko Haram. Il avait promis mettre un terme à l'insurrection islamiste. Mais depuis quelques mois, les attaques sont en forte augmentation. Au moins 17 attaques ou tentatives d'attaque sur des bases de l'armée ont été dénombrées depuis juillet. Le chef de l'État a félicité ses troupes réunies à Maïdougouri avant de rendre hommage aux soldats tués lors des récentes attaques. 2 jours après avoir été condamnés par la Cour économique du Caire à verser chacun environ 16 milliards de francs CFA, Issa Hayatou et Hicham El Amhani annoncent leur intention de faire appel. Ils sont accusés d'avoir paraphé en 2016, au nom de la CAF, un contrat avec la société Lagardère Sport. L'ancien président de la Confédération africaine de football et son ex-secrétaire général dénoncent un jugement injuste et qui ne vise que... L'ex-ambassadrice française Salomé Zourabichvili, soutenue par le parti au pouvoir en Géorgie, est arrivée largement en tête du 2e tour de l'élection présidentielle. L'ancienne diplomate a recueilli 59,52% de voix contre 40,48% pour le candidat de l'opposition Grigol Vachazdi, indique le résultat définitif annoncé par la commission électorale centrale. Même si ce poste est essentiellement symbolique, ce scrutin a valeur de test en vue des législatives. Et c'est tout pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi ce 20h. Retrouvez demain Marie Langoran. Bonsoir à tous.